Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission En voiture. On est déjà rendu à la dernière émission de la saison. Franchement, ça a passé très vite. J'ai bien aimé animer les émissions. Évidemment, cette année, avec la pandémie, un petit peu différent, presque pas de seul tournage extérieur. Les conditions ne permettent pas vraiment là, de santé publique de faire des activités hautes, d'avoir des très difficiles ou plus difficiles d'avoir des invités en studio. Fait que j'ai préparé les émissions, je les ai animées au complet. Ça me fait plaisir. J'ai même eu des gens qui m'ont rencontré par hasard et m'ont félicité, étaient contents de ce que je fais. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci de me suivre. Fait qu'on va débuter cette dernière émission sans tarder. Comme d'habitude, on a la chronique rumeurs et nouvelles. Après ça, j'ai une petite chronique spéciale sur les pneus d'hiver. On va parler de ça, ça s'en vient. On est là-dedans actuellement. Puis j'ai aussi, pour terminer, avant de terminer, j'ai une petite rétrospective des modèles automobiles qui ont été en production les plus longtemps. On a sélectionné certains véhicules, je vous présente ça, puis ça va vous rappeler de bons souvenirs, je l'espère, ou peut-être de moins bons. Là-dedans, il y en avait peut-être des véhicules qui étaient moins bons, mais bon, quand même intéressant. On va parler un petit peu en terminant du prix de l'essence, et on vient avec un petit mot de la fin. Dans les rumeurs et nouvelles cette semaine, si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'anniversaire de la Camaro qui avait été introduite en 67 avec 285 748 unités. Puis en la même année, il avait fait 472 000, un petit peu plus de Mustang. C'était les chiffres qu'on avait en 67. Là, je suis tombé sur des chiffres pour l'année 2020 en date jusqu'au mois de septembre. Il manque encore octobre, novembre, décembre, là, malgré que ça va nous donner une idée d'ordre de grandeur. La Chevrolet Camaro, en septembre, était rendue à 22 226. On se rappelle à l'introduction, je vous l'avais dit, 285 000. C'est plus que 10 fois moins. Là. La Corvette, on est à 12 634 cette année. Corvette, j'en ai parlé de temps en temps, nouveau modèle, difficulté de mise en production, d'approvisionnement. Il y a eu une grève. Anyway, on aurait dû en faire beaucoup plus que ça, là, mais bon, c'est 12 600. Dodge Charger, 53 638 et Dodge Challenger, 38 350. Si on regroupe ces deux voitures-là qui sont la même plateforme, les mêmes plateformes, à peu près les mêmes moteurs, les options différentes, on est à 91 980, presque 92 000 véhicules chez FCA, le Fiat Chrysler Automobile. Donc, c'est vraiment eux qui sortent gagnants du lot. Ce qu'on voit sur la route, je n'aurais pas dit ça, mais probablement que le marché américain tire beaucoup plus qu'ici au Canada, au Québec. Donc, 92 000 véhicules pour Fiat Chrysler. La Ford Mustang à 47 637 pour un total de 174 478 véhicules en date. Bon, ça va peut-être monter peut-être à 200 000 total rendu à la fin de l'année. Mais c'est tout un écart avec les années 60, les années populaires des pony cars. C'est pour ça qu'on peut voir dans certaines rumeurs ou certains points de vue de journalistes automobiles dire la Camaro va peut-être disparaître, on n'est pas sûr d'un renouvellement chez Dodge. Les chiffres là, de vente ne sont pas vraiment là. Quand on dit que le VUS, actuellement, véhicule utilitaire sport, prennent le marché, là, ça, c'est un marché qui était très, très populaire, le pony car, comme on dit. Puis, ça baisse. Ça ne fait que baisser. En tout cas, c'était juste un petit point que je voulais faire des fois pour mettre les choses en perspective. Pour continuer, je voudrais féliciter, si vous n'avez pas vu passer ça, le jeune Raphaël Lessard de la région Chaudière-Appalaches, qui a gagné il y a 2 semaines sa première course en NASCAR pick-up, qu'on appelle ça, en série camionnette NASCAR. Franchement, là, félicitations. C'est un jeune Québécois qui va gagner en NASCAR, commandité par une autre entreprise québécoise qui est Canac. On voit là, sur le véhicule toutes les inscriptions Canac. Fait que félicitations, la fierté au Québec d'avoir des coureurs qui vont s'illustrer dans des championnats où ce que la compétition est serrée. Ben, j'avais le goût de vous le présenter. On va vous parler un petit peu du Honda Ridgeline 2021 qui va faire ses débuts prochainement. C'est la petite camionnette
de Honda. C'est la Honda Ridgeline 2021. Elle corrige exactement ce que dont les gens se sont plaints depuis le lancement de ce camion en 2017. Honda a finalement fait en sorte que son camion ressemble davantage à un camion. Ce qui est, vous ne l'aurez jamais deviné, et est ce que les acheteurs veulent. Tu achètes un camion, tu veux que ça ressemble à un camion. Il utilise toutes des nouvelles formes, des nouvelles tôles, des nouvelles façons de faire pour l'avant. Le visage le plus grand et plus droit est le changement le plus immédiat et le plus évident. La calandre est maintenant assez normale pour un camion, avec son design large et proéminent. Il y a toujours une bande chromée qui met en valeur le nez de la voiture, mais elle a été déplacée vers le haut pour rejoindre le capot un peu plus haut. Ce capot est totalement remodelé en une pièce carrée et bombée qui s'étend vers l'extérieur de manière agressive. Il utilise toujours le même châssis, les mêmes moteurs, les mêmes transmissions, châssis monocoque. Bref, c'est le même camion, mais remodelé pour plaire plus aux personnes qui aiment le camion. Puis franchement, vite de même, quand j'ai vu la première photo, je dis, oh, c'est une Toyota, ça? Ah non, non, j'ai dit, c'est Honda, mais tu sais, là, tu vois tout de suite là, qu'ils ont mis des allures qui vont plaire aux gens qui aiment ce marché-là. L'intérieur aussi est beau, il est bien, là, il fait aussi camion. Fait que, excusez, c'est quand même très intéressant. On va parler d'un véhicule très populaire ici au Québec, la marque Subaru et le Crosstrek. Nouveau moteur dans le Crosstrek, là, ce serait faux d'affirmer que le Crosstrek était sous-motorisé jusqu'à maintenant. En revanche, son moteur à 4 cylindres à plat de 2 litres qui développait 152 chevaux et 145 livres de couple est quelque peu juste. Il fait la job, mais pas sûr. Il suffit amplement sous le capot de l'Impreza, qui est vraiment un plus petit véhicule chez Subaru. Mais dans le cas de la Crosstrek, nombreux étaient les consommateurs et les journalistes à faire valoir leurs intérêts pour une mécanique plus puissante. Magie! Subaru est visiblement à l'écoute puisque le constructeur japonais débarque avec une nouvelle motorisation pour le millésime 2021. En effet, entre les versions tourisme et sport, Subaru introduit une version outdoor. Celle-ci est dotée d'un moteur 4 cylindres à plat, parce que vraiment, chez Subaru, c'est ce qui les marque, c'est un cylindre. C'est pas 4 cylindres en ligne, c'est 4 cylindres à plat, un peu comme nos anciennes Volkswagen ou Porsche Boxster. Le 2,5 litres, qui génère une puissance de 182 chevaux versus les 152 qu'on avait dans le 2 litres, et un couple de 176 livres-pieds, ce qui est passablement plus élevé ce qui le moteur de base. Par ailleurs, on vous assure que ce gain est perceptible dès les premiers tours de roue. Il est plus souple, moins rugueux et on sent moins anxieux d'effectuer des dépassements. Donc, on a de la puissance. Donc, à noter, c'est une belle amélioration. On dit qu'au niveau de la consommation d'essence, c'est à peine plus élevé. On est resté vraiment dans la même ordre de grandeur à 7,9 litres au 100. Donc, on parle peut-être de 0,1 litre de plus, là, ou à 7,9 à 8,2, un petit peu plus, mais c'est vraiment minime. Donc, je pense que les amateurs de Subaru vont être contents d'avoir ça. Je vais vous montrer autre chose. Un mini-camion, le Ram 700, qui associe les gènes de Fiat 1500, les éléments de Silver. C'est un véhicule qui est disponible au Mexique et en Amérique du Sud, malheureusement pas ici. Mais je pense que ça ferait vraiment fureur ici. Il prend un peu la place de la Dakota dans ce milieu-là. C'est un beau petit, une belle petite camionnette. Je pense que, en tout cas, c'est le même châssis que la Fiat Strada, qu'on ne connaît pas non plus ici. Donc, c'est un peu pour ça là, qu'on n'a pas importé ça ici. Mais on regarde le look du véhicule, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, c'est une traction, c'est pas une propulsion par contre. Mais je pense que ça aurait sa place sur notre marché ici. Par contre, Chrysler nous assure, ou Ram, pas Chrysler,
qui travaille à nous présenter probablement d'ici la fin de l'année 2021 une camionnette à peu près de la taille de la Dakota à l'époque. On a une esquisse ici fournie par le magazine Motor Trend qui donne un look vraiment d'un Ram, mais un Ram plus petit. Donc, plus petit et plus gros que le 700 que je viens de vous montrer. Donc, je pense que ça, c'est vraiment mieux ciblé pour le continent nord-américain. Puis, si on regarde le Ford Ranger, qui fait vraiment, qui est très populaire. Si on reste aussi dans Ram, j'ai fouillé un petit peu dans l'histoire. Puis Dodge nous offrait à une certaine époque le D50, qui est devenu le Ram 50 un peu quelques années après, qui était un véhicule fabriqué par Mitsubishi au Japon, importé ici sur le nom Dodge, qui est devenu Ram aujourd'hui, des années 79. Ce moteur-là, ce véhicule-là offrait des moteurs de 2 litres à 93 HP, 2.6 à 105, ou le D150 avec un petit 3.7 V6 à 95 HP. C'était une petite camionnette, mais vraiment très petite, là. Même le look me faisait penser un peu à une Volkswagen Golf de l'époque. Donc, je me souviens vraiment d'avoir vu ça, mais j'avais oublié ça un petit peu. Fait que, les petites camionnettes, là, ça semble vouloir revenir. On s'en reparlera dans une prochaine saison en voiture. Un autre petit véhicule aussi super intéressant, la MGB, on joue dans nos souvenirs, mais une nouvelle MGB fabriquée en Angleterre, mais électrique. Les MGB alimentées par batterie ne sont pas des conversions de voitures anciennes. Au lieu de cela, la société britannique RBWEV, Classic Car, utilise des carrosseries fraîchement frappées produites par British Motor Heritage. En dessous se trouve un châssis sur mesure avec le moteur monté à l'arrière et les batteries situées à l'avant sous le capot. La société affirme que cela permet la répartition du poids 50-50 entre les roues avant et arrière, améliore la conduite et la tenue de route et permet d'emballer plus de batteries que ce serait le cas autrement. Donc, c'est vraiment le même look, c'est toutes des nouvelles pièces, c'est pas un char, une voiture reconditionnée. Si on regarde l'intérieur, franchement, c'est quand même un peu moderne avec un écran, mais on regarde, là, on voit une conduite à droite là, parce que c'est en Angleterre. Et écoutez, par contre, ils vendent ça 116 000 Fait qu'il faut être un petit peu fortuné pour avoir une voiture d'été qu'on va utiliser juste pendant l'été. Mais bon, c'est une belle petite voiture électrique avec un beau petit look rétro. Là, intéressant. Maintenant, je termine la chronique rumeurs et nouvelles. Hyundai Santa Fe 2021 ajoute de nouveaux moteurs et un hybride. En 2021, la Santa Fe dispose de 3 moteurs au choix. Fini le 2.4 litres et 2 litres turbo-compressé. Pour 2021, le moteur de base est un 4 cylindres à essence de 2,5 litres, 191 chevaux, 180 livres-pieds de coupe, transmission automatique à 8 rapports. Pour en savoir plus, passer au 4 cylindres turbo-compressé 2.5 qui développe 277 chevaux et 371 livres, couplé à une nouvelle transmission automatique à 8 rapports, à double embrayage, qu'on appelle humide, là, contrairement à des embrayages à sec. Et la famille accueille un hybride qui associe un moteur électrique à un moteur 4 cylindres turbo-compressé de 1,6 litres, 175 chevaux, 195 livres-pieds, pour une puissance totale de 225, accouplé à une transmission automatique à 6 vitesses de nouvelle génération, unique à l'hybride. Un hybride rechargeable suivra à la fin de 2021, probablement pour l'année modèle 22. Si on regarde le véhicule, il est quand même très intéressant, très beau, un beau renouvellement de gamme. Mais c'est comme je vous dis, actuellement, les manufacturiers mettent toutes leurs énergies à développer des SUV, des petits, des moyens, des grands, ou même voir des très grands. Je vous en ai présenté quelques très grands de GM dans les dernières semaines. Donc, celui-là, c'est plus un moyen de gamme, le Santa Fe. Ben, il est très beau, très au goût du jour. L'intérieur aussi, belle console centrale, des écrans, tout semble bien correct. Puis avec des nouvelles motorisations. Mais il y a toujours une tendance actuellement aussi. Vous regarderez
chaque fois que je vous dis qu'il y a un nouveau modèle, il est toujours plus gros, toujours plus puissant. Et faites à noter, la majorité des nouvelles voitures aujourd'hui ou SUV sont des moteurs 4 cylindres turbo compressés et voire même des 3 cylindres turbo compressés. Donc, on dirait que la turbo-compression, là, ça en vient la règle. C'est moteur de base, il est turbo-compressé, c'est tout, on arrête ça là. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et on va tranquillement disparaître le moteur V6. Souvent, dans un véhicule comme ça, tu aurais eu un ou deux modèles de 4 cylindres, plus un V6. Souvent, ça aurait été, dans l'autre gamme, il y aurait mis un V6. Aujourd'hui, on va mettre un 4 cylindres plus puissant, mais c'est un peu comme ça là, que le marché semble se dessiner. On verra les tendances, mais ça semble une tendance lourde. Là, je vais vous parler de choisir ses pneus d'hiver. Pourquoi je vous parle des pneus d'hiver? Bien, parce qu'on est déjà rendu presque à la mi-octobre. Il faut commencer à penser à mettre les pneus d'hiver. Oui, la loi dit le 1er décembre. Par contre, actuellement, ce que je peux vous dire de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une euphorie pour les pneus d'hiver. C'est-à-dire, une euphorie. Il y a une très grosse demande, plus que la moyenne des dernières années. Certains facteurs semblent vouloir expliquer ça. On explique ça à certains facteurs. Il n'y a peut-être pas eu de grande enquête de fait. Ce qu'on dit, c'est que, bon, tu as toutes les personnes normales qui achètent des pneus à chaque année, c'est un cycle de renouvellement. Vient s'ajouter à ça tous nos fameux snowbirds qui ont décidé de passer par obligation, évidemment, l'hiver avec nous. Donc, ces gens-là sont partis dans le sud depuis 3, 4, 5, 6, 10 ans et ils n'ont plus de pneus d'hiver. Donc, ils doivent s'acheter des pneus d'hiver pour les véhicules. De plus, on me dit qu'il y a plusieurs personnes qui, pendant la pandémie, au mois d'avril, au mois de mai, n'ont pas enlevé leurs pneus d'hiver, puis finalement, ils ont décidé de les laisser sur l'auto tout l'été, puis de mettre des pneus neufs cette année. Fait que tout ça additionné fait que la demande est plus grande. Et aussi, il ne faut pas oublier, les usines, partout dans le monde, ont tourné au ralenti. Donc, les livraisons de pneus, ça retarde un peu, ils ont du retard un peu partout. Fait que si vous voulez des pneus d'hiver, c'est pas juste installer, ce sera une chose. Mais, excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Mais acheter des pneus d'hiver, là, je pense que ce sera vraiment le temps. Bon, pour choisir ces pneus d'hiver, ça prend premièrement la présence du petit flocon de neige. Ça signifie que le produit répond à des normes établies par Transport Canada, par le département de transport des États-Unis, l'Association canadienne de l'industrie du caoutchouc. Bref, il garantit que les pneus sont conçus pour la conduite hivernale. Vous devez identifier votre type de conduite. C'est quoi votre profil? Conduite urbaine. Vous habitez dans une grande ville du Québec ou une municipalité adjacente. Vous utilisez l'auto pour aller au boulot, faire des courses et rendre visite à la parenté à l'occasion à l'extérieur de la ville. En plus de grands boulevards rapidement déneigés, vous empruntez des rues et des autoroutes urbaines parfois couvertes de glace noire, ainsi que des routes parsemées de gadous, de neige, de sable ou d'une épaisse couche de glace. Les pneus choisis doivent posséder une très bonne capacité de freinage sur glace, en plus de bien mordre dans la neige. C'est vraiment un requis. Les clous, oui ou non? Vous savez, les pneus d'hiver marqués du fameux pictogramme de flocons sont obligatoires au Québec durant la saison hivernale. Pour un maximum de traction, certains décident d'aller plus loin. En optant pour des pneus cloutés, vous vous assurez d'obtenir une adhérence optimale, surtout sur une chaussée glacée. Grâce à des morceaux de métal intégrés à même la gomme, ces pneus offrent une adhérence sur glace supérieure à celle des pneus d'hiver usuels. Cependant, il y a un prix à payer pour tout ça. La facture sera évidemment plus élevée et vous devez aussi composer avec un bruit de roulement beaucoup plus fort, on s'entend, surtout lors de déplacements sur une chaussée asphaltée. Les pneus à crampons sont aussi soumis à certaines restrictions au Québec. Ils sont autorisés qu'entre le 15 octobre et le 1er mai, inclusivement, et même en hiver, certains stationnements des grandes villes refusent carrément l'accès à ce type de véhicule. En Ontario aussi, c'est proscrit en Ontario d'avoir des pneus à clous. Je me suis informé, je suis allé une couple de fois en Ontario avec des pneus à clous, je m'étais informé. Si tu n'es pas un résident de l'Ontario, tu as le droit d'aller à Ottawa, n'importe où,
en Ontario avec les pneus d'hiver, c'est pas un problème. Par contre, à un moment donné, j'ai une petite anecdote, j'étais dans un stationnement sur une cour d'hôtel à Ottawa, puis j'ai entendu une auto arriver avec des clous, on les entend, ça met le son. Et puis la madame avait une immatriculation d'Ontario. Là, j'étais tout surpris. Fait que je lui ai demandé, j'ai dit, on n'a pas le droit d'avoir des pneus d'hiver, des pneus à clous d'hiver ici, puis vous avez ça. Oh oui, mais elle dit, nous autres, elle dit, moi, je suis du nord de l'Ontario, puis on a le droit. Fait que c'est comme assez limité, hein, c'est assez spécial en Ontario. Si tu es dans le sud, tu n'as pas le droit. Si tu es dans le nord, tu as le droit. Puis si tu viens d'une autre province que c'est permis, tu as le droit aussi. Fait que les restrictions pour nous autres n'est pas très grandes. Par contre, je vais vous donner, là, je vous ai donné des extraits que j'ai pris dans Protégez-vous et un peu partout. Je vais vous donner mon opinion personnelle, ça demeure une opinion strictement personnelle. Moi, depuis plusieurs années, une vingtaine d'années et plus, les pneus d'hiver que je mets sur mes voitures, c'est j'achète un très bon pneu à neige, je demande souvent le meilleur pneu à neige. Souvent, je me souviens d'une fois, le garagiste dit, oui, mais tu vas voir, ça a de glace, il n'est pas très bon. J'ai dit, c'est pas grave, on va y mettre des clous. Ah, ben là, il dit, c'était le meilleur des deux mondes. Fait que c'est un peu ça l'affaire, c'est que tu achètes un bon pneu à neige, on met des clous, donc il devient un très bon pneu à glace avec un très bon pneu à glace, c'est le meilleur des deux mondes. En plus, bon, ça coûte un peu plus cher les clous, là, possiblement autour d'une vingtaine de dollars certains par pneu. Par contre, l'usure du pneu, moi je vous dis, on fait presque une saison de plus parce que le caoutchouc n'est pas toujours en contact avec le bitume, donc il protège beaucoup. Moi je trouve un pneu à neige avec des clous, il y a moins d'usure. Fait que ça compense pour le 20 que tu as payé de plus, tu es en sécurité. Je trouve que c'est une très bonne option. Les deux désagréments, un, on l'a dit tantôt, c'est un peu de bruit. Niveau sonore, ben, on monte un petit peu la radio, puis c'est tout. Puis on finit qu'on ne l'entend plus. Après ça, deuxième chose, il n'en parlait pas dans les articles, on le voit de temps en temps. Moi, je l'ai expérimenté, puis il aurait peut-être fallu le mesurer, là, mais c'est pas très marquant, mais ça pourrait être un peu plus glissant sur l'asphalte sec. C'est-à-dire que les clous, ils vont avoir plus tendance à glisser sur l'asphalte sec qu'à être grippés, contrairement au caoutchouc. Mais écoutez, là, on est en hiver, normalement, on fait attention à ce qu'on circule plus lentement. Je n'ai jamais vécu de problème avec ça, mais je pense que je voulais vous le dire un peu. Bon, c'est ça. On va vous parler des voitures qui ont eu une très longue production. Hein, on va commencer avec le non moins célèbre Ford Model T. La Model T était la première voiture véritablement produite en série avec Ford en construisant plus de 15 millions jusqu'en 1927. En tout, c'était une voiture qui motorisait le monde. En fait, elle a jeté les bases de l'industrie automobile moderne avec des usines d'assemblage dans des pays étrangers et d'autres continents. Elle n'a pas juste fabriqué en Amérique, aux États-Unis. Ils ont présenté le modèle Ford en 1908. Le monde utilisait toujours des calèches. Cependant, au moment où Ford l'abandonna en 1927, la première automobile avait commencé avec succès pendant 19 ans. On a produit des modèles T chez Ford pendant 19 ans. Première voiture de série produite pendant 19 ans. Je pense que c'est un investissement vraiment important pour Ford. Après ça, on a eu le Range Rover, un petit peu moins connu au Canada, on en a eu. Bon, c'est un petit SUV à l'époque. Mais celle-là, il a commencé en 1970 avec l'introduction du Range Rover. C'est la première voiture tout-terrain qui offrait le confort et un beau design et de bonne manière sur route. C'est bien vendu et il s'est avéré très influent jusqu'à ce jour. En fait, la première génération est restée en production jusqu'en 96. On a commencé en 70. Donc, pendant 26 ans. C'est quand même remarquable. Toujours dans les SUV, le Jeep Wagoner et Grand Wagoner, je vous ai présenté les dernières semaines le nouveau Grand Wagoner qui s'en vient. On revient, on va faire revivre ce véhicule-là. Jeep Wagoner a été au début des années 60, de 63 à 91, pendant 28 ans. On voit le modèle ici, là. On en a tous vu sur les routes abondamment là, dans ces 28 années-là. Donc, un bon succès. La Jetta.
Lorsque Volkswagen a présenté la Golf en 83, Jetta, sa version berline, a suivi immédiatement. Ils ont arrêté leur production européenne en 91. Cependant, Volkswagen a transporté ses lignes de production en Chine et continué à la produire là-bas. Ils ont finalement cessé en 2013 après 29 ans. 29 ans de Jetta. C'est quand même intéressant. On en a vu. Hein? Je vous les montre, ça rappelle des souvenirs. La Lada Riva. On dévoilé Lada a dévoilé sa Riva en 1980 en se basant sur l'ancienne Lada 1500 qui était une copie d'une ancienne Fiat 124. Ils avaient acheté les licences de production de la Fiat. Ils ont arrêté ce modèle en 2012. Au fil des décennies, la voiture a peu changé, conservant sa forme carrée reconnaissable. Lada a réussi à le revendre dans le monde entier pendant 32 ans. La majorité de ses productions s'est retrouvée sur le marché intérieur en Russie, évidemment. Donc, on voit là, 29, 20 ans, autour de 30 ans, là, c'est des gros succès. Ben là, tantôt, je vous parlais de la Jetta. La Golf, la plupart des gens savent que la Volkswagen Golf MK1 était une nouvelle voiture influente. En fait, elle a fait sa ascension lorsqu'ils l'ont introduite en 1974. Cependant, personne ne pensait qu'elle resterait en production pendant 35 ans. Bien que la production de la Golf MK1 ait cessé en Europe en 83, la version 5 portes s'est poursuivie en Afrique jusqu'autour de 2009. C'est sûr que ces voitures-là, dans les 25-30 ans qu'ils ont vécu, que ce soit la Golf ou les autres que je vous ai parlé, il y a eu des petits changements, des changements de calandre, des changements de feu arrière, un nouveau design d'intérieur. Mais la voiture de base est toujours restée la même. Des fois, il y a eu des nouvelles motorisations plus grosses, plus puissantes, mais c'est resté les mêmes voitures. Oh, la Mini Morris. Aujourd'hui, on appelle ça les Mini Cooper. Lorsqu'ils ont introduit pour la première fois en 1959, la Mini présentait le concept inhabituel d'un moteur monté transversalement à traction avant, ce qui est la norme aujourd'hui, ce qui la rendait révolutionnaire. 60 ans plus tard, et toutes les voitures compactes à traction avant dans le monde ont la même disposition que la Mini. En raison de sa taille compacte, sa grande dynamique de conduite et son image, la Mini d'origine est restée en production jusqu'en 2000. Cela signifie qu'il a construit la Mini moteur pendant 41 ans. Donc, on n'a peut-être pas eu le véhicule pendant 41 ans sur notre marché, mais sur certains marchés, elle est demeurée disponible. Un véhicule un peu méconnu ici, malgré qu'il y en a quelques exemplaires, on en voit à l'occasion l'été, les gens sont ça l'été, mais évidemment beaucoup en Europe et beaucoup en France, la fameuse Citroën 2CV. L'idée derrière la Citroën 2CV était de présenter la voiture familiale la plus abordable possible. Ce serait minimaliste et utilitaire tout en conservant un certain niveau de confort. Il devait avoir suffisamment d'espace pour 4 occupants et leurs bagages. Ils ont monté la première Citroën 2CV en 1948. Elle est devenue un best-seller et pas seulement en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Malgré sa puissance et ses performances réduites, la Citroën 2CV était immensément populaire dans le monde entier. Enfin, Citroën a vendu plus de 4 millions d'exemplaires. Il a également été brièvement mis en vente aux États-Unis, mais il n'a pas attiré beaucoup d'attention. Les acheteurs de voitures y ont mis fin à la production après 42 ans, en 1990. Donc, quand même bon, hein? Excellent. Et là, je vais terminer avec la Volkswagen Beetle. On ne pouvait pas faire une petite rétrospective des voitures les plus produites sans parler de la fameuse Volkswagen Beetle. Officiellement en production, la Beetle a débuté en 1938 jusqu'en 2003. Pendant ce temps, ils ont fait plus de 22 millions de voitures dans 14 pays autour du monde. La Beetle a été le premier phare mondial, dans le fond, qu'on a vu partout. Une production qui a duré pendant 65 ans. Fait que donc, c'est la reine des autos qui a été la produite le plus longtemps et en plus grand nombre. C'est sûr que je voulais terminer avec ce véhicule-là. C'est un véhicule mythique. J'espère que vous avez aimé un petit peu voir ça. Ça fait
ça fait différent de se rappeler les voitures qu'on a eues longtemps sur nos routes. On aura-tu des voitures qui seront développées dans les prochaines années, qui vont rester en production comme ça 20, 25, 30, voire 40 ans? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, on est plus dans un monde au bout de 4-5 ans, si le modèle ne change pas, on est en train de le bouder parce que le concurrent en a fait un plus beau, plus gros, plus fort. En tout cas, ça fait partie de l'histoire, puis j'ai pris quelques minutes pour vous en parler. En terminant, parler du prix de l'essence, c'est pas mal stable. On est toujours autour d'un $4. C'est vraiment stable. Le prix ne bouge pas vraiment au Québec. Tant qu'il ne monte pas, c'est déjà pas pire. Déjà rendu à la fin de cette émission, à la fin de la série pour la saison 2020, c'était vraiment agréable d'animer cette émission-là, dans des conditions, comme je vous dis, un peu spéciales, là, moins d'invités, moins de sorties extérieures. Je remercie TVME, Cooptel, toutes les personnes qui nous ont aidé, la direction générale et tout. Fait que merci tout le monde. Et je vous dis à la saison prochaine. Quant à moi, je vais vous revenir au mois de novembre avec un spécial motoneige. Là, on va recommencer au mois de janvier les émissions motoneige là, sur les ondes de TVME. Portez-vous bien, soyez prudents sur les routes. À la prochaine.